Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, tout ce qu'il fallait retenir du dernier rapport d'Antonio Guterres sur le Sahara, transmis aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. À moins de 2 semaines de l'expiration du mandat de la MINURSO, le secrétaire général de l'ONU souligne qu'à l'approche du 50e anniversaire du différend et dans ce contexte difficile, il reste plus urgent que jamais de trouver une solution politique à la question du Sahara. Et ce fait marquant dans ce rapport du secrétaire général qui souligne le ralliement de la France au plan marocain d'autonomie, mais regrette dans la foulée qu'il n'y ait eu aucune amélioration concrète des relations entre le Maroc et l'Algérie. Comment alors que du côté algérien, on s'obstine à cacher le soleil avec un tamis en prétendant le statut d'observateur, alors que plusieurs résolutions de l'ONU mentionnent l'Algérie comme partie prenante dans ce dossier. Enfin, et sur la base du compte-rendu de son envoyé personnel Staffan de Mistura, Guterres s'est dit préoccupé de la situation humanitaire dans les camps de réfugiés situés à Tindouf, sans pour autant mentionner les enfants soldats enrôlés par les milices. Scène, comme vous le voyez, à laquelle ce même de Mistura a été témoin il y a à peine quelques années, comme on peut le voir donc sur cette image. Pour analyser les principales conclusions du rapport de Guterres, je reçois d'abord en plateau l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avec nous depuis Abu Dhabi, Dr Mohamed Badil Yatioui, professeur d'études stratégiques au Collège de Défense. Bonsoir Dr Yatioui, merci encore une fois d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merhaba. Alors messieurs, quelles sont les nouveautés à relever dans le rapport 2024 de Guterres, soumis donc au Conseil de sécurité? Je commencerai par vous, colonel Saoud. C'est un rapport dont l'architecture n'a pas changé. C'est toujours les mêmes paragraphes, sauf qu'il y a quelques actualisations de données, il faut le dire. Concernant évidemment la situation sur le terrain militaire, sur le terrain politique, sur le terrain des droits de l'homme, etc., et tout le processus. La remarque, évidemment, sur le rapport, c'est que c'est un conflit de basse intensité, contrairement à ce que pensent les adversaires de notre intégrité territoriale, qui sont aujourd'hui à plus de 1000 communiqués, dont malheureusement le rapport ne fait état. Alors que les attaques qui ont eu lieu dans le mur de défense ont été complètement fait l'objet d'enquêtes avec les forces armées royales, dans la transparence, etc. Donc voilà un peu. Puis il y a toute l'activité de la MINURSO concernant les patrouilles, concernant les contacts avec les acteurs de terrain, sauf qu'il souligne les restrictions faites par le Polisario depuis 2020. Mais il l'a répété, c'est-à-dire que c'est un message, si on peut l'appeler ainsi. Oui. Mais en tout cas, c'est une conclusion qui revient dans ces rapports soumis par le secrétaire général de l'ONU aux membres du Conseil de sécurité. Depuis 2020, madame. Depuis 2020. Depuis 2020. En fait, il y a obstruction du travail d'un organe onusien. Absolument. Qui est relevé par le chef de l'ONU, mais rien n'est fait. Rien n'est fait, aucun contact physique, c'est très important. Oui. Contrairement à ce qui se passe du côté marocain, il n'y a que des échanges de correspondance. Pas d'accès au camp de Tindouf, évidemment. Et donc on se trouve devant une transparence du côté marocain et puis toute l'opacité du côté du Polisario. Et selon le rapport, ça n'augure pas d'une désescalade dans une conclusion et quelques recommandations, évidemment. Il faut souligner aussi, comme dernier point, qu'il a mis en exergue certains projets de développement dans le Sahara, même s'il a oublié, de mon point de vue, le nouveau plan de développement des provinces du Sud, qui est quand même très structurant. Là, il nous a parlé du pont, il a parlé de la volonté du royaume de désenclaver certains partenaires
enclavés, notamment le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, pour l'accès à l'Atlantique via Dakhla. Donc voilà, en gros... En parlant du Tchad, il a aussi évoqué l'ouverture d'un consulat cette année à Dakhla. Et il a parlé, comme vous l'avez dit, du président Macron, du retrait de l'ambassadeur d'Algérie de France. Et c'est quand même quelque chose d'important en filigrane, l'inconstance d'un pouvoir aux abois. Alors, de quel élément augure ce rapport, Mohamed Badine Yatiwi, selon l'expert que vous êtes, selon l'analyste que vous êtes, selon les éléments que vient d'évoquer le colonel Saoud, avec les changements peut-être apportés par rapport aux versions, ne serait-ce que de l'année dernière, parce que c'est, rappelons-le, c'est une tradition, ce rapport du secrétaire général de l'ONU, basé encore une fois, je le rappelle, sur le compte-rendu de son envoyé personnel, Staffan de Mistura. Selon vous, il pourrait augurer de quelle résultante? Alors, merci pour la question. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit mon collègue et ami le colonel Saoud sur l'ensemble des nouveautés et aussi la constance, on va dire, du rapport. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a deux éléments qui sont les éléments centraux. C'est le changement de position français, donc un deuxième pays membre permanent du Conseil de sécurité soutient le plan d'autonomie à un niveau tel qui en fait le reconnaît comme l'unique solution à ce conflit artificiel, puisqu'il est le seul plan réaliste et crédible d'un point de vue historique, juridique et politique. Donc on voit très bien que ça a été souligné, ce changement de position français qui est très important. Et donc après les États-Unis, on a Washington donc et Paris maintenant qui soutiennent le plan d'autonomie proposé par Rabat. Que signifie dans le langage des relations internationales quand le secrétaire général de l'ONU prend note du soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes? Quand il dit qu'il prend note, ça veut dire qu'en fait, il y souscrit évidemment, puisqu'il n'y a pas derrière d'adjectif, on va dire, pour critiquer cette décision française. Donc, il prend note et en fait, au moment de la définition et de la rédaction de la résolution qui sera faite, bien évidemment, sous l'égide des États-Unis, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, le fait d'avoir des Français qui soutiennent encore plus, puisqu'auparavant, ils disaient que c'était l'une des solutions, désormais, ils disent que c'est la solution. Donc, évidemment, maintenant, on voit qu'il y a une dynamique qui a été impulsée depuis un certain nombre d'années par la diplomatie marocaine, qui a eu différents succès avec un certain nombre d'États. Et là, le fait d'avoir deux membres permanents, évidemment, ça va faciliter la rédaction de la résolution à la fin du mois d'octobre, qui devrait être une résolution favorable comme les précédentes depuis un certain nombre d'années, qui va continuer de dire qu'il faut un processus politique avec toutes les parties prenantes, dont l'Algérie. Et finalement, on va se rendre compte d'une chose que le collègue a expliqué en filigrane, c'est qu'en fait, il y a une force de proposition et de l'autre côté, il y a une force de blocage. Donc, on est dans cette situation, on va dire, un peu ubuesque, ou même kafkaïenne, où en fait, on a un conflit qui est un conflit artificiel, puisqu'il est en totale contradiction avec l'histoire et le droit. On a de l'autre côté, désormais, une situation où une partie prenante refuse de voir qu'elle est partie prenante, ou en tout cas refuse de l'accepter, alors qu'elle continue de manœuvrer en coulisses contre l'intégrité territoriale du royaume. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment à souligner, et le secrétaire général des Nations Unies, en fait, l'a expliqué à plusieurs reprises dans son rapport. L'autre élément, moi, que j'ai trouvé très intéressant et qui est très favorable au Maroc, c'est le fait qu'il ait parlé de l'initiative atlantique. Donc là, on a deux éléments tout à fait importants. Le plan d'autonomie, ça, le Maroc l'a poussé et a réussi à l'imposer, on va dire, comme étant l'unique solution, et c'est quelque chose de très positif. Là, désormais, l'initiative atlantique. Donc, un deuxième succès pour le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, puisque c'est lui, à chaque fois, qui a été à la fois derrière le plan d'autonomie et la manière dont il a été conçu, pensé et promu, et évidemment, maintenant, cette initiative atlantique qui vise à la fois à développer, bien évidemment, les provinces du Sud, mais aussi désenclaver les pays sahéliens qui n'ont pas accès à l'océan, et dans une initiative atlantique avec les Amériques, aussi bien l'Amérique du Nord
que l'Amérique du Sud. Donc on voit que le fait que dans un rapport aussi important, écrit par une personnalité aussi influente que M. Guterres, je trouve que c'est quelque chose de très positif pour l'image du royaume comme force de proposition et aussi, finalement, acteur central et puissance émergente. Ça, c'est quelque chose de très positif. Exact. En parlant de positivisme, bien sûr, le secrétaire général a fait état de l'important développement des infrastructures. Ça a été évoqué par Colonel Saoud. Il a aussi informé, c'est très important le choix des mots, le Conseil de sécurité de la dynamique des ouvertures de consulats au Sahara marocain. Absolument. Donc, c'est nouveau. C'est pas nouveau, on est à une trentaine entre l'Aïoun. Non, est-ce que c'est nouveau que ce soit relaté dans un rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité? Ça a été déjà évoqué. Oui. Chaque année, il y a quelques évocations de ces consulats de pays amis, sauf que, évidemment, ils ne commentent pas. Ils ne commentent pas. Parce que les consulats, installer des consulats est un acte de souveraineté qui est des attributions des chefs d'État. Il faut le souligner. Et donc, c'est cette diplomatie royale en marche qui fait que il faut peut-être parler un peu de ces contradictions dans les bilans. Il a parlé sur le terrain, sur information des forces armées royales, de l'emploi d'un drone du côté du Polisario, et ça a été inscrit dans le rapport, sans parler évidemment de l'utilisation des drones des forces armées royales pour justement combattre les séparatistes qui sont dans la zone démilitarisée. Chose qui est importante de mon point de vue, c'est que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, j'ai l'impression qu'il est arrivé au bout du potentiel, au bout de la production d'idées nouvelles. La preuve, c'est qu'il a fouillé un peu dans les tiroirs, si je puis me permettre l'expression, pour sortir une proposition, de sortir de ce conflit, de se dire quand même, ça vient d'un diplomate, on dit avec une longue expérience, il a quand même une longue expérience, Staffan de Mistura, colonel Saoud. Plus d'une trentaine de missions, comme envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, j'en citerai quelques-unes, Irak, Afghanistan, Syrie, Soudan, et malheureusement, on ne lui connaît pas de succès, et c'est un euphémisme de ma part. Et là, il déterre un projet de feu Bouteflika qu'il a transmis à James Baker. Ça date de 22 ans. En 2002. En 2002. Alors j'ai envie de vous dire, et de dire qui a la mémoire courte, qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et en diplomatie, c'est encore plus valable. Comment voulez-vous déterrer, comme vous venez de le dire à juste titre, un projet auquel le Maroc a donné une fin de non-recevoir catégorique le moment où elle a été proposée par James Baker j'imagine, et je pense que ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères le lundi, à juste titre, que ce n'est pas la question de... Il faudrait chercher qui manipule qui. Et j'ose penser que le passage du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique du Sud, devenu à l'occasion un proxy diplomatique, n'est pas étranger parce que c'est inapproprié, inadéquat et complètement en dehors des pratiques diplomatiques absolument pures et dures. C'est-à-dire, oui. On est face à un envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU qui est censé travailler en concordance avec les parties prenantes. Que fait l'Afrique du Sud ? Absolument. Qui n'est cité dans aucune résolution, qui, de près, peut-être de loin, ou indirectement, n'est pas
concerné par ce différend régional qui se passe en Afrique du Nord. Alors que fait l'Afrique du Sud et que fait de Mistura qui a rendu visite au C'est pour cela que j'ai parlé de proxy diplomatique pour le dire en bon français. Oui. Voilà, mais je pense que depuis 2002, les choses ont changé. Le Maroc a réintégré l'Union africaine. Le Maroc engrange des succès diplomatiques, des reconnaissances de grandes puissances. Et vous venez, 22 ans après, faire une proposition aussi saugrenue, passez-moi l'expression, je pense que c'est complètement décalé. Exactement. Vous parliez de cette conférence de presse conjointe tenue lundi par le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita et son homologue estonien Margus Tsakna, le représentant justement, et rappelons-le, c'était à l'occasion aussi de cette affirmation de l'Estonie. L'Estonie qui prend position et qui affirme que l'initiative marocaine d'autonomie est une bonne base sérieuse et crédible pour une solution définitive à ce différent, nouvelle position donc de l'Estonie. Et c'est là, à l'occasion de cette conférence de presse, que Nasser Bourita a rappelé que cette idée relancée par, comme une bouteille à la mer, j'ai envie de dire, par Staffan de Mistura, l'actuel envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, a été initié par James Baker sur suggestion de l'Algérie, par ce même Bouteflika. Et la réponse à de Mistura a été claire, cette proposition, bien qu'ancienne, est toujours inacceptable. Commentaire sur ce point, Mohamed Badine Liatioui, et surtout cette proposition quand même, qui en a surpris plus d'un. On a presque cru à la fake news. Oui, bien sûr. Moi, j'étais très surpris quand j'ai vu ça. Alors, ça pose la question de pourquoi Staffan de Mistura a sorti ça, cette proposition assez farfelue maintenant, sachant qu'un diplomate aussi chevronné et aussi expérimenté devrait connaître, et je pense qu'il connaît très bien, l'histoire de ce conflit artificiel. Quand cette proposition a été soufflée par l'ancien président algérien Bouteflika, James Baker, qui était à l'époque l'envoyé spécial secrétaire général des Nations Unies, on était dans une situation complètement différente. Le plan d'autonomie qui a été conçu par le Royaume du Maroc n'était pas encore proposé. Il y avait eu un refus catégorique du Royaume du Maroc, bien évidemment. Et depuis 2007, le plan d'autonomie est, si vous voulez, l'outil qui a permis finalement au Maroc, du fait de sa crédibilité et de son caractère réaliste, d'obtenir des victoires diplomatiques et d'obtenir des reconnaissances, et les consulats qui ont été ouverts à Lyon et à Dakhla. C'est cet élément-là, puisque en fait, face à la proposition marocaine, il n'y a eu que du blocage et déblocage de l'autre côté. Donc finalement, cette proposition a avancé comme étant la seule solution crédible. On a vu des pays que j'ai cités tout à l'heure, mais des pays aussi importants que les États-Unis et la France sont des membres permanents du Conseil de sécurité, un effet d'entraînement en Europe, une fois que l'Espagne, par exemple, a suivi bien évidemment les États-Unis. On a eu quelques pays scandinaves, comme le Danemark et la Finlande. Maintenant, on a l'Estonie, etc. Il y a tout un tas d'autres pays européens qu'on n'a pas le temps de citer. Et bien sûr, les pays africains, des pays arabes, des pays latino-américains. Et aujourd'hui, on voit Staffan de Mistura qui, après des mois et des mois de tournées, de discussions, etc., vient avec une proposition qu'il sait qu'elle va être refusée immédiatement par le Royaume du Maroc, et qui, en fait, me donne l'impression qu'il y a une forme de lassitude chez lui. Alors, est-ce qu'il y a de la lassitude parce qu'il se rend compte que, mis à part le Maroc, il n'y a pas vraiment d'interlocuteurs sérieux et crédibles avec lesquels discuter, peut-être. Derrière, il a bien évidemment fait comprendre que dans 6 mois, il partirait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de la lassitude chez lui? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de proposer quelque chose pour proposer quelque chose? Mais là, vous parliez des tiroirs. Je pense qu'il avait vraiment les fonds de tiroirs. Et je vous avoue que c'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, même décevant, puisque le drame derrière tout ça, c'est que c'est l'envoyé, on parle de l'envoyé spécial, secrétaire général des Nations Unies, et ça donne l'impression qu'en fait, il est complètement déconnecté de la réalité diplomatique et de la réalité du dossier, ce qui est quand même assez grave, puisqu'il n'est pas n'importe qui, déjà du fait de son curriculum, et aussi du fait de la fonction qu'il représente et qu'il a, quoi. Donc ça pose beaucoup de questions sur les raisons et aussi les ambitions qu'il y avait derrière tout ça, puisqu'il savait que ça allait être un échec.
Absolument, et d'ailleurs, ça a été aussi évoqué dans cette déclaration de M. Bourita sur justement les dessous, les sous-bassements de cette proposition, enfin, miracle, farfelu pour reprendre l'adjectif employé par Mohamed Badiliati. Oui. Vous avez parlé de déception, il y a aussi regret, le regret du secrétaire général de l'ONU dans son rapport soumis au Conseil de sécurité, regret qu'il n'y ait eu aucune amélioration concrète des relations entre le Maroc et l'Algérie. Ce n'est pas à défaut d'avoir essayé, hein, pour ne rappeler que cet énième message adressé par la plus haute autorité de l'État marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'était à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône. Il avait exprimé, je cite, son espoir que les choses reviennent à la normalité avec l'Algérie. Une énième main tendue, colonel Saoud, et on voit les réactions qui viennent du voisin. C'est la marque de fabrique de Sa Majesté, le dialogue, la main tendue. Aucun mal qui ne viendrait du Maroc à un voisin, et en contrepartie, vous avez une militarocratie qui structure la politique du pays, l'économie du pays, et où le chef de l'État, réélu d'ailleurs dans des conditions un peu, comment on dit, bolcheviques, et qui a perdu tous ses pouvoirs. On se rend compte qu'il est là et que c'est l'armée qui le fait. Il y a les services aussi, on en parle. Oh, mais vous vous rendez compte? En 5 ans de M. Tebboune, les services secrets ont changé 7 responsables, que des généraux. Et case responsabilité, case prison, ou case mise à l'abri. Ça dépend du menu. Ça doit être un record. Hein, j'ai vérifié et j'ai jamais vu en 5 ans un changement dans les structures des services secrets mondiaux. C'est un record ici, mais tous les observateurs le disent. C'est symbole de quoi aujourd'hui? C'est symbole d'abord. Parce qu'ils ont leur mot à dire dans les décisions même de la politique étrangère du pays, ces services secrets. Tout à fait. L'armée, elle a arrangé les élections, l'armée, elle structure la politique, elle désigne, et on l'a dit ici, ils ont même maintenant le droit de diriger des entreprises stratégiques civiles. Et donc, alors, aujourd'hui, nous sommes dans une armée qui n'est pas monolithique, qui est clanisée, et où il y a des courants russes. Russophile, francophile, et vous avez entre les deux... Algériens, non? Enfin, des russophiles... Oui, c'est des Algériens. Mais là c'est des enjeux d'État, je veux dire, mais c'est comme ça, c'est ça l'Algérie, où vous pouvez quitter la prison et revenir en responsabilité. On ne voit pas souvent. Donc voilà une armée un peu déliquescente, même si, à part les gesticulations, qui fait plus de politique que son métier, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'il revienne à la raison. Parce que compte tenu de l'isolement dont il souffre dans le voisinage, avec notre pays, avec la France, avec l'Espagne, avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, à moins qu'ils aient le courage, aujourd'hui, de rappeler tous les ambassadeurs qui ont reconnu l'autonomie. Ça sera une diplomatie. Ouais. Il se limite à les convoquer. Voilà. Dernier point, Mohamed Badiliati, la situation dans les camps de Tindouf, le secrétaire général, qui exprime sa forte préoccupation. Et encore une fois, on ne parle pas des enfants soldats. On parle de situations humanitaires qui se détériorent, et on ne parle pas des enfants. Est-ce normal ? Non, c'est pas du tout, c'est tout sauf normal, et c'est un problème qui dure malheureusement depuis un certain nombre d'années, et du fait de l'opacité autour, bien évidemment, de la gestion déjà des différentes aides humanitaires, aussi une opacité pour pouvoir avoir accès tout simplement à ces camps. On parle en réalité de camps de séquestrés, non pas de camps de réfugiés, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire ici ou là. Il y a un véritable problème, puisqu'il y a aussi une véritable bombe à retardement, justement, avec cette jeunesse
qui, en fait, est né, a grandi dans des camps avec une idéologie et un discours, un narratif belliqueux qui pose problème à la fois pour la sécurité nationale, bien évidemment, du Royaume du Maroc, mais pour toute la région. Ce qu'on a vu ces dernières années, beaucoup de groupes terroristes, notamment dans le Sahel, qui comportaient des jeunes qui venaient de ces camps-là. Donc, c'est un problème de sécurité régionale et le régime d'Alger a une grande responsabilité dans ce qui se passe, puisqu'il est quelque part à l'initiative des différents problèmes qui existent dans les camps et autour des camps. Et on voit que les différents rapports des Nations Unies évoquent de temps à autre ce qui se passe dans les camps, mais malheureusement, aucune décision n'est prise, en tout cas pour sanctionner l'Algérie concernant ce dossier-là, qui est un dossier assez grave en termes de droit international humanitaire. Un dernier mot. Madame, ça fait un demi-siècle. Le statut de réfugié, selon la Convention, il y a une assimilation obligatoire par le pays d'accueil et au moins une intégration locale. La liberté de circuler et la liberté d'aller là où l'on veut. Là, ils ne répondent pas aux critères de la Convention. Et ils sont employés par ailleurs comme pourvoyeurs d'enfants, pourvoyeurs du terrorisme dans le Sahel, etc. Je pense que le Haut Comité des réfugiés, qui n'a d'ailleurs pas le droit d'y aller, doit dénoncer une situation de fait qui est très dangereuse pour la région. Merci beaucoup, colonel Saoud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et mes remerciements vont également à Mohamed Badil Yatioui, docteur Yatioui. Toujours un plaisir. Merci, plaisir partagé. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'actu. Très bonne soirée.